So, avant de passer à l'épisode de la semaine, on vous rappelle de vous abonner, de share, partager, like, anything. C'est très apprécié à la famille. Vous savez déjà où est-ce qu'on fait l'émission, le podcast, ça se passe ici au iReligion Store à Montréal. You know the motto, everything you see is for sale. Et bien sûr, il faut qu'on shout out la famille, les Day One, Smoke Signals. They got us right from the beginning and got us floating like an angel over here. Ouh oui, yes sir. What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Vous savez déjà comment qu'on fait, man. Chaque semaine, week in, week out au podcast. Des gros guests, man. Cette semaine, c'est spécial, bro. On a des collègues, C'est la base, des confrères. effectivement. You know what I mean? Des vétérans du monde médiatique hip-hop. C'est des ghettos érudits. Ils célèbrent 17 ans de leur émission de radio, justement, Ghetto Érudit. Et ils sont venus ici pour nous parler de la nouvelle direction, la nouvelle vague, qu'est-ce qui s'en vient. Beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires au Québec et de qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la scène. Je parle du seul et unique Benoît B-Brain Baudry dans la maison et son boy, son partner, Dr. Anzu. What up, guys? Yes, sir. Yes. Merci. Merci de l'invitation, les gars. Plaisir, man. Félicitations, premièrement, pour les 17 ans. C'est quand même un milestone. Il n'y a pas beaucoup d'émissions de radio francophones. Tu sais, je sais qu'il y a Nuit Blanche, évidemment. Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont stand the test of time. Avec la même équipe ou presque, là. Ouais, c'est fou, pareil. Très peu. Puis pourquoi maintenant un changement ou une nouvelle direction? C'est quoi exactement qui se passe avec vous? Ben, en fait, tout simplement que on vieillit, hein? Non, mais c'est une question aussi d'horaire, de disponibilité, Okay. de temps disponible. Tu sais, je pense, je fais un shout-out d'ailleurs à notre boy Da qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui vient d'avoir un enfant. Anzu ici qui enseigne en dehors de Montréal. Okay. Donc, c'est un peu ça qui nous a fait poser la question à savoir, est-ce qu'on tire la plug ou on part dans une autre direction? Puis on est venu à la conclusion avec notre boy Asma qu'on devrait Yes, sir. partir dans une autre direction OK. après 17 ans. Puis là, pour les gens qui ne savent pas, Ghetto Érudit, c'est une émission de radio tous les samedis, right? Oui. Sur CISM en particulier, Ouais. 19h30, 21h30, 2 heures tous les samedis depuis CISM, ça fait au moins depuis 2008. Donc, mais l'émission a commencé sur le web initialement en 2006. OK. Puis là, maintenant, il y a des artistes qui sont passés, des entrevues, des freestyles, tout. C'est un classique hip-hop radio show comme qu'on les aime. Puis là, maintenant, c'est quoi un peu le changement ou la nouvelle direction pour les gens qui veulent savoir? Ben, là, en fait, tu vois, ce qu'on s'est fait dans les dernières semaines, c'est qu'on a clos le chapitre de Ghetto Érudit, live 2 heures en direct de CISM. Ouais. À partir du mois de janvier, on devient une émission de 60 minutes qui sera chapeautée par DJ Asma. That's it. Donc, parce qu'il y a une partie, il y a son wrap-up. Asma est avec nous depuis 5 ans, je pense, à peu près. Puis maintenant, tu sais, à l'époque, la première demi-heure de Ghetto Érudit, c'était les nouveautés américaines. Parce qu'il n'y avait pas assez de nouveautés locales pour faire comme vraiment une grosse demi-heure à chaque semaine. Ouais. Maintenant, on peut faire cette demi-heure-là de rap local. Puis c'est Asma qui a pris ce mandat-là. That's it. Puis Nice. on trouvait ça plate d'arrêter l'émission puis de perdre cette vitrine-là. Donc, Asma va récupérer Ghetto Érudit pour des 60 minutes. Puis une fois de temps en temps, on va venir toute l'équipe faire une émission en direct avec un invité spécial. OK, That's it. nice. Wow. Ben, on sait qu'Asma, il y a toujours eu les multiply MTL. Ça fait depuis le temps que je suis sur Instagram. Je le vois chaque semaine, il poste. Il fait des articles aussi. Donc, c'est cool. OK. Est-ce que ça fait longtemps que vous pensiez à ça? Ben, je pense que ça fait déjà plusieurs années qu'en fonction de nos emplois du temps, justement, mon frère Louis-David, qui vient juste d'avoir un enfant, c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous ce soir. C'est un Totalement jeune bébé de 2 comprenable. mois, ouais, c'est ça. Mais chacun par nos occupations professionnelles, on se disait toujours comment on va passer à l'autre étape. On voulait initialement faire un podcast parce que le format radiophonique tel qu'il est dicté par la station de radio, on a des quotas.
Et donc, des fois, quand on reçoit plusieurs invités en même temps, ben, ça coupe le flow d'une entrevue que dans un podcast, on peut aller beaucoup plus en profondeur et on n'a pas un chronomètre où on est obligé de passer 3-4 chansons en français. Et comme Benoît le mentionnait plus tôt, maintenant, la qualité de l'offre hip-hop québécoise fait en sorte que, mettons, le rap-up local que Asma présente depuis déjà plus de 4-5 ans, on pourrait faire un 2 heures de Ghetto Érudit juste avec des nouveaux trucs qui sont sortis la semaine ou le mois. Alors que en 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, disons que c'était un peu différent, l'offre. Et c'est quoi? Ça veut dire que maintenant, vous arrêtez complètement, vous deux? Ben, en fait, on va encore soumettre des chansons via DJ Asma, mais on ne sera plus là à chaque semaine. Une fois de temps en temps, comme je te dis, on n'a pas encore défini à quelle fréquence, mais c'est sûr qu'on va revenir une fois de temps en temps dans les studios, venir faire notre émission en direct, mais sous la forme comme vraiment une émission comme 60 minutes avec, je sais pas, avec Monkey, par exemple, 60 minutes avec un tel. Après, il y a peut-être des idées de podcast, il y a peut-être d'autres choses. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que votre chaîne YouTube, elle n'a pas vraiment été exploitée depuis le temps qu'il y a une nouvelle génération. Ouais. Totalement vrai. Votre contenu ça, j'allais dire aussi. d'archives que vous avez des artistes qu'on a, tu sais, juste à nommer les Rois Enoch, ou bien le chef, Loud Larry et Just, vous les avez toutes reçus, vous avez reçu des légendes. Ouais. On dirait que tout le meilleur contenu, c'était à une autre époque. Est-ce qu'il y a eu des blocages au niveau de vouloir faire du contenu YouTube ou vous avez juste pas... Il y a eu une époque où t'arrivais le samedi à Ghetto Érudit. En fait, c'était comme... Je pense que les artistes savaient à cette époque-là que quand tu venais à Ghetto Érudit, tu allais avoir une entrevue de qualité. Tu allais faire une prestation qui allait être filmée, qui allait être diffusée sur YouTube, qui allait avoir du contenu sur les réseaux sociaux. T'sais, on était actifs partout parce qu'il y avait comme beaucoup de monde qui se déplaçait le samedi. Il y avait notre boy E.T., il y avait Brown qui s'occupait des réseaux sociaux, qui faisait la caméra. À un moment donné, les gens ont... L'investissement dans un projet comme ça devient complexe. Ouais. On n'oublie pas que c'est bénévole aussi. Donc, il faut le préciser. Donc, à partir de là, à un moment donné, c'est devenu complexe. Puis tu vois, juste avant la pandémie, on a fait 2 entrevues. C'était Larry Kidd, puis il y a eu Mike Zop, qui étaient pas mal les dernières entrevues, prestations juste avant la pandémie. Puis la pandémie, clairement, ça nous a fait mal parce qu'on n'avait pas accès au studio. Ouais. Puis bon, il y a la motivation, tout ça, c'est venu pendant la pandémie, je te dirais. Mais je pense que c'est ça aussi parce que la game, beaucoup a shift. Il y a eu un shift vers le web, right? Ouais. Fait que, est-ce que vous avez vu ça à travers les années, disons, dans les 5 dernières années, par rapport juste au hype en général d'une émission de radio? Parce que, comme tu as dit, l'émission, moi, je trouve que, hey man, si tu avais ça, tu sais, un peu à la Breakfast Club, là, comme les émissions, ils sortent sur YouTube, des affaires comme ça, je pense que ça serait tellement quelque chose à exploiter. Y a-tu du footage que vous avez qui n'est pas sorti? Ah oui, tout à fait. Il y en a plein. Ah, OK. Je pense que notre mandat aussi a changé. On s'est rendu compte qu'on n'était plus capable de livrer des vidéos à la même fréquence qu'auparavant. Ouais. Mais avec le recul, on se transforme un peu en historien, archiviste. On a des pièces d'anthologie qui ne sont pas encore sorties. Puis on se dit, ça serait bien à un moment donné de les remettre et tout ça. Donc, parce que la chaîne YouTube, là, chaîne YouTube, on n'a jamais fait de grosses promotions de ça. T'sais, on mettait les vidéos, c'était naturel. Il y a comme 1,4 million de views comme naturellement qui sont faits sans publicité. Ce qui était le fun de Ghetto Érudit. Ce qui est le fun de Ghetto Érudit aussi, c'est qu'on était diffusé sur plusieurs stations. Ah, okay. Autant à Ottawa, dans le coin de Québec, en France, à Toulouse. On a été à un moment donné à Victoria, en Colombie-Britannique. On a été, on a été sur plusieurs stations en même temps. Donc, il y avait aussi le rayonnement des artistes à travers cette plateforme-là. 100%. C'est différent d'un podcast. Là. Ouais, 100%. N'importe qui peut tomber là-dessus. C'est dope de pouvoir pousser la musique d'ici jusqu'à plusieurs autres villes. Man. Est-ce que vous avez vu des réactions des fois de comme Ottawa ou même Victoria ou whatever? Est-ce que vous avez du monde qui sont devenus un peu des fans de rappers d'ici? À travers, des fois, la quantité de courriels qu'on a reçus à travers le temps, j'écoute votre émission de telle ville en BC ou de telle ville dans telle autre province et écoutez ma musique, on nous envoyait. Puis on est tombé pendant la pandémie, on avait plus de temps de répondre à ces courriels-là. Puis on a fait une couple de belles découvertes, dont une que Benoît a notamment mis de l'avant. Laquelle? Sloan Lucas. Oui, une rappeuse montréalaise du nom de Sloan Lucas. Mais tu sais, les stations qui
sur lesquels on était diffusés, c'est eux qui nous ont approchés. Tu sais. Ah, On n'est pas parti en mode voulez-vous diffuser Ghetto Érudit? Tu sais. C'est vraiment eux qui sont venus vers nous, puis on leur a permis de diffuser l'émission. C'est cool, ça veut dire dans des même provinces anglophones, Avec une communauté francophone. avec une communauté francophone qui demande, il y avait quand même une demande. Yeah. Ouais. Pour aller, là, l'épisode est tourné avant samedi. Donc là, on est dimanche pour les gens qui vont voir ça et tous ceux qui écoutent ça après ça. Happy Sunday, y'all. Yes, sir. Donc, il y a eu un événement hier. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer aux gens c'est quoi l'objectif, c'est quoi que vous avez fait en quelque sorte? Ben, en fait, on vient tourner la page d'un livre. C'est un peu la dernière émission dans le format actuel. C'est un 2 heures. Cette fois-ci, on le fait devant le public, puis on se gâte un peu. On fait un 3 heures sur les ondes de CISM. Ça a été diffusé. Ça va être diffusé live. Puis pour l'occasion, on a décidé de tendre la perche à des artistes qu'on a aimés, qui ont marqué l'émission dans les dernières années. Donc, tu vois, dans les gens qu'on a invités, on a Désuète plein gré, donc Elmé TU. Pourquoi Elmé TU? Ben parce que c'est les gars qui sont venus le plus souvent dans l'histoire de Ghetto Érudit, qui sont venus dans nos studios. On a invité aussi Calamine. Calamine, une des raisons, parce qu'on fait l'émission dans un bar qui s'appelle l'Espace Public dans Hochelaga. On voulait quelqu'un qui représente Hochelaga. Puis on a invité la Hochelaga Girls. Yes. That's it. On a aussi Raccoon. C'est les 2 derniers que je t'ai nommés. En fait, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'à une époque, on faisait nos tops de l'année sous la forme de cartes de hockey. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Oui. Puis il y avait une petite description. Ça, c'est et Calamine Le et trophée Calder, recrue de l'année. Ouais, ils ont été nommés, eux, respectivement, recrues de l'année, leur année, en tout cas. Puis, Mais t'as vu moi, là, quand tu me dis tout ça, ça devrait être une genre de capsule sur YouTube. Tu vois les cartes, ou je sais pas. You know what I mean? Ouais. C'est tellement des bonnes idées en plus. Puis on a eu l'œil parce que ces 2 artistes-là, dans l'année qui a suivi, ont été nommés Révélation de l'année Radio-Canada. Dope. Dans le Ouais, rap. c'est vrai. Yeah. On On les a vus avant. Raccoon, il vient d'avoir une des plus grosses années là, des artistes ici, man. Clairement. He's doing very well. Puis tu sais, comme là, on parle de 17 ans d'expérience dans la game de radio et de la game hip-hop ici au Québec. Comment vous voyez la scène médiatique aujourd'hui en 2022, à comparer à ce que c'était avant, quand vous avez commencé? Ben, tu sais, 17 ans de radio, moi, ça fait pas 17 ans que je suis à Ghetto Érudit. Je suis arrivé en 2008-9 à peu près. Ouais, 9. Mais Ouais, tu mais sais, ça toi fait puis moi, longtemps, tu sais, c'est ça. moi, Attends, ça date expliquez-moi. C'est Expliquez-nous. way back, là, c'est way back. En mais je sais même pas 3, 4, 5. 2003, 2004, 2005, moi, j'avais une émission Man, c'était quand même légendaire dans ce temps-là. Ouais. C'était web radio, comme vidéo, web, live, sur broadbeat.ca. C'était un site, puis ça diffusait plusieurs émissions. Mon boy B-Brain, il y avait une émission, plusieurs émissions là-dessus. Sharif OTT avait une émission. Ouais, R.I.P. Sharif, c'était quand même Rest in une peace, affaire. ouais. Fait que, tu sais, ça fait longtemps que je vois B-Brain évoluer dans le monde médiatique. Fait que je sais que depuis Broadbeat à la radio à aujourd'hui avec les podcasts et tout ce qui se passe, je suis juste curieux de voir comment vous trouvez l'évolution. Je trouve que l'évolution, elle est bien. Tu vois, ça bouge beaucoup. Là, c'est la mode des podcasts. Mais en fait, je pense que le secret dans tout ça, c'est la longévité. Il y a beaucoup 100%. de monde qui arrive, puis on en a vu là, des émissions de radio en 17 ans qui arrivent, qui sont super hype, puis qui disparaissent à un claquement de doigts, qui sont là 1 an, 2 ans, Ouais. ils disparaissent, puis on n'entend plus parler. Je pense que c'est ça. Comme vous, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes là. On vous a Yeah, suivi. On est là. Il y a d'autres podcasts aussi. Je pense que c'est ça qu'on voit aussi. Là. Il y a une nouvelle relève en fait qui s'installe. Puis ça, c'est bien. Il y a des nouvelles émissions de radio. Je pense que Warm Up font un excellent job. 100%. Ils font penser à nous quand on avait comme l'équipe de 8 qui venait chaque samedi filmer et tout. Puis on avait des cyphers de 30 personnes. Ah ouais, hein? C'est un peu la même dynamique. Après, je leur souhaite que ça se poursuive dans le temps. 100%. Ça. 100%. Ouais. Ben, déjà de faire 17 ans, c'est un bon exploit. Tout à Donc, fait. that's it. Tout à fait. Mais tu as vu, exemple, tu mentionnes Warm Up, c'est un bon exemple. Puis tu sais, moi, Warm Up, je les ai jamais écoutés vraiment sur la radio. Mhm. Je les écoute juste sur les YouTube, les vidéos, les performances. Tu comprends ce que je veux dire? So, aujourd'hui, je trouve que ça a changé. La façon que les gens consomment aussi, tu sais, même les médias, même tout, ça a changé. La même façon que la musique est consommée Mais même différemment, les médias, le monde, ils vont chercher leur information différemment. Définitivement, même les réseaux sociaux, maintenant, les posts Instagram. Tu sais, avant, il fallait que tu pousses les gens à cliquer sur un site, sur un lien pour aller créer de la monétisation. Mais maintenant, tu as Instagram, tu as des gens qui sont capables de te faire un post Instagram à travers plusieurs layers, tu sais, puis t'écrire un article.
Donc, l'information est rendue et ne se diffuse plus de la même manière. Avant, peut-être les gens étaient toujours focusés sur une émission de radio parce que c'était la seule, puis que tu as vu ce moment-là. Ouais. Maintenant, avec l'arrivée d'Internet, mais le moment, c'est tout le temps. Mais je trouve qu'il y a eu une professionnalisation totale. Tu sais, il y a une variété aussi de médias. Tu sais, il y en a justement qui c'était plus des vidéos, il y a des blogs, des sites. Et puis, comme Benoît mentionnait, on en a vu qui sont apparus, qui ont eu leur run pendant un certain laps de temps. Ils ont disparu. Mais actuellement, moi, je dirais depuis les 6-5 dernières années, je trouve l'offre est vraiment intéressante pour les fans de hip-hop. Là. Mais au niveau de la profession, je respecte, mais on dirait que vous étiez plus professionnel dans le temps. On dirait que maintenant... Yo, bro, non, mais ce que je veux dire, laisse-moi comprendre ce que je veux dire. C'est un peu comme au niveau du rap. Avant, les rappeurs, ils devaient payer, c'était compliqué. Donc, pour te rendre à un certain niveau, il fallait quand même que tu y mettes du temps, de l'argent. Et peut-être pour la radio, pour les médias aussi, c'était la même chose. Yo, j'en ai vu là, des vulgaires, des gars comme vous, des gens qui ont mis tellement de love. Yo, vous me parlez de broadcast, vous me dites que vous étiez sur Internet. Avant YouTube. Avant YouTube. Donc, mais maintenant, on dirait n'importe qui peut prendre un micro, donner son avis, dire j'ai un podcast. Donc, les gens peuvent s'interpréter journalistes, de la même façon, donner des termes. Les artistes aussi, comme c'est rendu facile de pouvoir t'enregistrer, sortir de la musique, puis dire... C'est Aujourd'hui, je suis un artiste, check-moi sur Spotify. Ouais, mais je pense que... C'est pour ça que je trouve qu'avant, on dirait qu'il y avait plus l'angle journalistique, quand les articles étaient écrits, le franc. Je trouve je pense que c'est là que la longévité, comme tu as dit, compte. Parce que si quelqu'un est là après plusieurs années, tu sais que c'est parce qu'ils sont vraiment passionnés. Tu sais ce que je veux dire? Non, je sais pas. Ouais, tu sais, on voit, tu sais, en fait, c'est que maintenant, tout le monde est comme son propre média, là, avec les réseaux sociaux. Tout le monde se broadcast d'une manière ou d'une autre. Nous, on n'avait pas accès nécessairement à tous ces outils-là à une certaine époque. On a commencé, c'était MySpace. Ouais, c'est avec MySpace qu'on faisait les contacts à l'époque. Les contacts se faisaient via MySpace. Donc, on a vu, nous, l'évolution des Mais comment réseaux. tu fais des contacts vers MySpace? Moi, je me rappelle... Il y avait des inbox. Des inbox, des DMs. Ouais. J'ai été voir juste pour le fun récemment. C'est comme, si notre page était encore active. Oui, puis je pense qu'on voit Top Friends, puis là, mettons, on a 1200 connexions amis. C'est malade. J'ai des photos sur mon MySpace que j'ai besoin. Puis il y a plein de messages, comme dans le inbox de MySpace, qu'on a perdu. Mais, tu sais, mettons, la première fois qu'on a contacté Impost, c'est via MySpace. Ouais, classic time. Puis, tu sais, comme, il faudrait qu'on retrouve, mettons, ces archives-là de, tu sais, échanges, mettons, invitation, viens à la radio. Ben oui, mais c'est ça, on en a encore une coupe, mais c'est ça, c'est comme une autre époque. Mais, ouais, mais vous avez du gold, c'est sûr. Vous avez plein de gold en archive que vous réalisez même pas que vous avez. Là. C'est fou. Là. C'est sorti... Ouais. Non, mais dans le sens que si vous n'avez pas toutes sorti les entrevues que vous avez filmées, parce que tu sais, aujourd'hui, c'est tellement on filme, ça sort live. C'était pas instantané à l'époque. Dans ce temps-là, c'était différent. Le processus était différent. Tu gardes plein de footage, puis je suis sûr que vous avez des gems, man. En tout cas, moi je suis abonné au channel YouTube, puis j'attends. Shout-out à notre boy Brown, qui était l'ancien... photographe et IT aussi qui filmait quand tu sais c'est toute l'évolution là c'est on gardera ça pour le Patreon, on parlera des footage à sortir. Ouais. Yes. On parlera de ça. Moi je veux savoir c'est sorti de où le brand, le nom Ghetto Érudit? Bon, écoute, c'est quand j'étais étudiant au bac, j'écoutais beaucoup CISM, puis je trouvais que les émissions rap qui jouaient à l'époque, il y en avait des intéressantes et tout ça, puis je voulais avoir une émission pour mettre de la musique que je chantais qui n'était pas assez diffusée. Un peu comme on parlait off the record plus tôt. Et puis, il y avait une émission qui s'appelait Gangster Moderne, que je trouvais que ça sonnait bien. Je trouvais ça cool. Puis j'étais comme, il faudrait trouver un nom de quelque chose qui nous représente, la culture hip-hop qui vient de la rue d'une certaine façon, mais on est des universitaires, donc érudits. Puis juste au niveau de la prononciation, il y a beaucoup de voyelles, donc ghetto érudit, ça sonnait bien. On avait googlé aussi, il y avait personne qui s'appelait comme ça. Et puis, c'est un peu ça la genèse du nom. Tu dis-tu en branding? Non, aucunement, mais mon frère, qui est Louis David, c'est lui qui a fait le logo et tous les visuels de Ghetto Érudit, il y en a eu plusieurs à travers le temps, mais lui, c'est ça, on s'inspirait beaucoup du visuel et du marketing skateboard type of. C'est un peu ça qui est un peu les roots du projet initial. Mais c'est ça, non, on n'est pas dans ce milieu. On n'est même pas en communication ni en design.
Moi, je suis en sciences politiques, je suis professeur à l'université en développement international. Quand j'ai créé Ghetto Érudit avec mon frère, je commençais ma maîtrise en droit international. J'ai eu le temps de finir ma maîtrise, faire un stage à l'ambassade du Canada à l'Union européenne à Bruxelles, revenir travailler dans un centre de recherche à l'UDM, faire mon doctorat, mon postdoc, puis devenir prof. Yo, ça, Big c'est un différent type de pop your collar. Pop your collar, my brother, man. Yo, ça, c'est un dope. Ça, c'est les érudits. Moi, je suis pas à l'université, je suis plus le côté ghetto de la chose. Non. Non, mais en même temps, l'érudition vient d'au-delà des diplômes. C'est la passion. Puis si on parle de hip-hop, que ce soit Benoît, moi-même, ou Da ou Asma, ben on parle avec un certain knowledge de hip-hop. Et l'érudition va surtout là-dedans. Mais de ce que je vois, l'idée est vraiment venue. C'était un passion project. Yeah, là, tout ça, là. C'était vraiment... J'allais arriver j'allais perdre ma question. J'allais arriver au moment où vous avez connu Benoît. Mais avant ça, je voulais savoir, vous étiez où pendant ce temps-là? T'étais où? Ben c'est ironique parce que maintenant, tout se passe sur le web, mais nous, on a commencé sur le web, puis notre but, c'était d'aller sur le FM. C'est comme les gens n'avaient pas les habitudes de consommation d'aller sur le web. Va downloader mon show. Ah ouais, c'était en 2006-2007, c'était pas aussi naturel, à part MySpace, déjà, qui était comme une forme d'écoute de chansons. Mais c'est ça, par rapport à le début, avec mon frère et moi, ben, on a fait 2006 à Choc FM, la radio de l'Université du Québec à Montréal. Puis la raison, c'était, c'était un passion project, puis on n'avait aucune expérience. Moi, je ne faisais pas de la radio au cégep ni au secondaire. J'avais pas ce background-là, mais c'est comme, on va essayer. Si on est whack, au pire, personne ne va nous écouter. On ne va pas être sur le FM. On a vu ça comme un terrain de jeu, puis notre émission était à minuit, le samedi soir. Donc, on a eu le temps de se pratiquer en masse, être assez à l'aise pour, à un moment donné, inviter des gens. Juste au début, 2 gars de Rouen, mon frère puis moi, comme, on connaissait personne. C'est ça, vous étiez des gars de Rouen-Noranda qui sont venus ici pour étudier. Oui, exact. Puis tu as commencé pas mal en même temps que quand tu faisais tes études, genre? Ouais, disons qu'on avait un modèle, shout-out à Steve Jolin, Another J, qui lui a tracé la voie. Lui, il a commencé sa carrière en région, puis il faisait l'aller-retour Montréal-Rouen pour mettre de l'avant sa musique avant que le label parte. Mais nous, on le connaissait, puis on avait d'autres amis aussi qui étaient dans le game, mais on voulait le faire de nous-mêmes, très DIY. On voulait, comme une fois qu'on allait se sentir assez à l'aise, c'est comme, gars, viens à l'émission et tout ça. Mais initialement, avec MySpace et tout ça, on invitait des gens qui n'étaient pas encore dans le radar. Et de cette façon-là, il y avait l'expérience Ghetto Érudit. Puis pendant les 2 premières années, jusqu'à 2008, on était exclusivement sur le web. Puis là, à un moment donné, on a soumis le projet à CISM. Puis je me rappelle, je suis en bike, en Bixi, à côté de Rosemont, là, où est-ce qu'il y a un viaduc. Puis là, mon cell, là, je réponds, puis votre projet a été accepté à CISM, man. J'étais super content parce que we made it, on est sur le FM. FM Radio, CISM, était red hot, là, là encore, mais dans ce temps-là, c'était comme... Pour moi, ça représentait vraiment quand j'étais plus jeune. Puis on a commencé. Puis pendant 2 ans, on avait un show à CISM puis un show à Choc. Puis c'était comme 2 shows différents. On faisait live à CISM, puis après, on allait le faire à Choc. Mais les 2 shows étaient distincts. À CISM, on marchait sur des œufs parce qu'on était sur le FM. Puis là, je parlais un français un peu plus posé. Puis là, à l'autre, yo, what the fuck? Puis là, c'était super ghetto. Puis là, c'était comme s'il y avait le show A puis le show B. Puis à un moment donné, on a juste pris notre aise, puis on a à la radio sur le FM. Puis c'est là qu'à un moment donné, on a décidé de changer la formule. Puis ce que Benoît mentionnait plus tôt par rapport au 17 décembre, là, pour le 17 ans, c'est un show devant public. Quand il y a eu une transition en 2009-2010 où on a arrêté Choc, puis on est resté juste à CISM et les autres radios qui nous rediffusaient. Puis on faisait pendant 1 an des shows en direct et sans coupure devant public, au Bistrot Sanguinet, à côté de l'UQAM. Puis pendant 1 an, on a fait des shows de même. On remplissait ce petit bar-là. Puis c'était fou parce que le crowd et le staff avaient des shirts Ghetto Érudit. Fait que vraiment... Et c'est là qu'on a connu Benoît. C'est là qu'on a connu notre boy Jaime aussi. Puis c'est là que c'est les connexions, comme on se parlait, on se connaissait, mais on se connaissait pas tant que ça. Puis c'est à partir de là qu'il nous a proposé un projet de chronique avec notre girl Noëlla Eugène. Oh, big shout out! Yeah. OK. Parce qu'initialement,
J'avais collaboré à Broadbeat pendant longtemps, mais après Broadbeat, quand ça s'est terminé, j'ai lancé avec mon boy Sydney un site qui s'appelait Ondes Urbaines, où on avait réuni toutes les émissions ou presque de radio au Québec sur un genre de streaming de radio, tu sais. C'était un site de radio. Ça n'a pas duré super longtemps, mais j'étais en contact avec toutes les émissions. Fait que j'ai collaboré. J'allais faire des chroniques à CKUT, à The Elephant Show, le mercredi à 4h du matin. J'ai pas toffé longtemps. Damn. J'ai fait... Yo, le grind est real. Le monde ne réalise pas le grind médiatique. J'ai fait des apparitions à quelques chroniques à Nuit Blanche. On a fait une émission des architectes du son, mais de Montréal, qui s'appelait Les Architectes des Ondes, avec eux, avec Dice B aussi. Wow. Puis j'ai collaboré après à l'émission La Référence, qui était une émission de rap français à Radio Centre-Ville. Puis à un moment donné, l'émission a arrêté. Là, j'étais comme fuck, j'ai envie de faire de la radio. Puis je me suis mis à regarder qui était actif, qui bougeait. Puis c'était au Bistrot Sanguinet, mais j'avais les soirées au Café K.O. dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Que j'ai eu pendant 2-3 ans. Rest in peace, Café K.O. Puis c'est là qu'on a connecté, tu sais. Puis Noëlla, c'était une amie. On voulait En fait, avec Noëlla, on voulait déposer un projet de chronique dans les radios commerciales. Parce que j'avais eu aussi un genre de projet pilote avec C'est quoi sur les radios web de C'est quoi. Parce qu'à un moment donné, ils avaient lancé comme 3 radios Internet. Puis il y avait comme nous autres qui avaient une émission, tu sais, avec moi puis Sydney encore. Puis là, on s'est dit, il y a de quoi à faire avec les radios commerciales, tu sais. On était rendus là. Mais on se disait, ils vont jamais accepter une émission de 60 minutes ou d'1 heure. Fait qu'avec Noëlla, on s'est dit, regarde, on va leur proposer une chronique de genre 8 minutes. Fait qu'on avait commencé à travailler un pacing. Puis là, bim, je tombe sur ces gars-là. Puis comme, jamais contacté les radios commerciales. On s'accrochait à Ghetto Érudit. Puis je suis devenu l'animateur quelques années plus tard, tu sais. Crazy. Ouais. C'est qui les invités pour les gens qui regardent, qui n'ont pas été là toutes ces années-là? C'était qui les invités de marque que vous avez eu à travers les années? À Montréal, on peut quasiment tout le monde. Tu sais, on parle de quelle année, vite fait? De 2008, 8, 9, 10, 11, 12 jusqu'à maintenant. Tu sais, DJ Premier, c'était en quelle année? En 2010. 2010, c'était tôt, là. En avril 2010. Puis ça, c'est tellement... Je veux dire, c'est un major feat de notre histoire. Avec Pete Rock. Mais en même temps, les deux en même temps. Ça, c'est légendaire. Ça, c'était fou parce que jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas si ça allait se faire. Benoît avait justement organisé ça, orchestré ça on the side. Moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de faire l'entrevue avec les artistes qui étaient présents et on leur avait dit, ça se peut que DJ Premier, Pete Rock arrive. Il y avait beaucoup d'excitation dans l'air. Là, un moment donné, je vois Stratège comme au bord de qui s'en vient. Puis là, je vois comme 3-4 dudes qui arrivent. Là. Oh my God, là c'est real. Puis tu sais, là, il s'assoit. Puis là, c'est comme... T'as le vieux matos de ces yes. Ouais, le vieil. Les vieux casques gris, là, genre. Puis là, c'est comme... Là, tu le vois. J'entends... on le voit dans la vidéo. T'es comme fâché, là. Là, t'es... Stay cool, t'sais, comme, parce que t'es en train de paniquer, là, genre, puis là, puis normalement, mon anglais est pas si pire, mais là, il est shaky as fuck, là, genre, mais c'était vraiment le fun, là, mais c'est toi qui as notamment eu les contacts pour ça. Ouais, j'avais connecté avec Jim, parce qu'il y avait comme une affaire comme New York, à Marseille, à Montréal. Oui, avec ça. Je sais pas si c'est la même affaire, mais il organisait des shows, là, à un moment donné, à une certaine époque. D'autres artistes marquants qu'on a eu dans les studios, Orelsan, entre autres, qui est venu, il est débarqué, grosse session freestyle, beaucoup d'artistes d'Europe qu'on a interviewés là, au fil des années, beaucoup par téléphone notamment, mais on a rencontré Ayam, à quelques reprises, on a eu, on a fait Passy, on a eu... ça, c'est la première entrevue que tu as faite avec nous. C'était dans les premières. La première, c'était avec Passy? Ouais, avec eux. Ouais. Avec eux, probablement. Peut-être, ouais. Avec nous. On a fait tellement. Wow, c'est des gros noms, pareil. Là. Par exemple, Passy, est-ce qu'il était à son... Vous, quand les artistes venaient, ça veut dire qu'ils étaient big déjà, et puis ils venaient ici au Québec. Ouais. Puis comment, déjà à notre époque, maintenant, avoir des gros artistes à nos podcasts, en entrevue, c'est quand même compliqué, c'est difficile. Comment vous, à votre époque, vous vous retrouvez à avoir des gros noms comme ça à votre radio? Je te dirais que c'est pas si compliqué que ça d'avoir des gros noms. Puis je pense qu'en étant un podcast, c'est encore plus facile parce que vous avez une certaine flexibilité de tourner un peu n'importe quand. Totalement, ouais. Tu sais, à la radio, c'est samedi soir, 19h30. Fait qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on n'a pas pu recevoir. On a eu Onyx qui était pris dans le trafic, qui n'ont jamais pu se rendre dans le studio avant la fin de l'émission. Des exemples comme ça, on en a.
souvent, on se déplaçait dans des événements Ouais. avec un petit équipement. Je faisais des entrevues on the spot. On a eu, en France, on a eu pendant tous les artistes majeurs, là, de Sefiu à genre Kerry James. C'est tous des artistes qu'on a interviewés à une certaine époque. Vous avez-tu interviewé Rimka? Non. Ok. Non. Moi, c'est Rimka que j'ai envie de faire. Rimka, légende. Ultime légende. Je pense qu'il s'en vient à Montréal bientôt. Je pense que vous avez eu aussi Ghostface, ça se peut-tu? Non. OK, il n'y a pas eu Ghostface. Non. Non, on aurait aimé. Non, ça OK, aurait man, été insane. Là, mais... OK, I heard Ghostface, Killah Priest, something. OK. Puis, je voulais savoir vite fait, vous êtes dans une université, donc CISM, c'est à l'université de Montréal. Oui. Donc, comment vous vous retrouvez à avoir... T'étais-tu à l'UDM pour faire cet épisode-là? Ben, c'est ça, j'ai étudié à l'UDM au bac. OK. Ensuite, pour la maîtrise, je suis allé à l'UQAM. Puis le choc, c'est l'UQAM. Mais ensuite, c'est pas nécessaire d'être un étudiant ou une étudiante de l'UDM pour soumettre un projet radiophonique. T'es pas obligé de Ok, d'être ok. ça. Ah, OK. C'est sûr que ça l'aide un peu parce qu'au début, c'était peut-être un facteur. Mais après, non, il y a des... À chaque saison, quelqu'un qui est intéressé à soumettre un projet de radio à CISM qui est situé à l'UDM, ça l'importe peu maintenant. Parce que c'est un bel espace là, que vous aviez. Ouais. Je pense que quand vous rentrez là, maintenant, c'est quoi qui va vous manquer le plus? Je pense que dans les dernières années, c'est rendu notre club social. Ouais. Tu Ouais, comprends? c'est ça qui arrive. C'est genre, tu sais, au lieu de, je sais pas, aller jouer au pool le jeudi, on fait la radio le samedi, tu sais. Je pense que c'est un peu devenu ça. C'est peut-être cet aspect-là qui va nous manquer un peu de se réunir. C'est rare que tu vois tes amis comme à chaque semaine, tu sais. Alors, j'en ai rendu. Ouais. Il y a cet aspect-là. Après, tu sais, je pense que de faire des entrevues, tu sais, la semaine dernière, on a fait une émission avec comme 8 anciens collaborateurs, des invités. Le feu roulant du direct, là, tu sais, quand il faut que je te coupe parce qu'il y a plus de temps, il y a l'autre qui s'en vient. Cette adrénaline-là du live va nous manquer parce que pendant la pandémie, c'était des pré-enregistrements. J'enregistrais ma demi-heure chez nous. Il enregistrait sa demi-heure. Non. Là, tu sais, c'est vraiment pas le fun. Puis nous, même à l'époque, on était une émission de live. Tu sais, nous, c'est le direct. Quand on se retrouvait en studio pour préenregistrer, Ça prenait plus de on temps. reprenait des takes, puis ça marchait pas, tu sais. Fait que c'est cette dynamique-là. Je pense que c'est ça qui va manquer le plus, personnellement. Ça a dû être cool de te réunir avec tout le old crew. Ouais. Les anecdotes ils ont dû être intéressantes. Ouais, on en a eu plusieurs, tu sais. Il y a eu tellement de monde qui a collaboré à l'émission, tu sais. Il y a une vingtaine de personnes qui ont collaboré, des fois brièvement, des fois pendant longtemps, tu sais. Goofy Well Done, Big shout out Goofy. Noëlla, Murphy J'ai vu Cooper. Murphy Cooper. Murphy Ouais, Cooper. ouais. Tu sais, ça a été des étincelles pour plein de gens. Alika, là, ce des projet-là. Rosiers, shout-out. That's it. Ouais. C'est cool de voir aussi tout le monde faire leur chemin, faire leur carrière à leur façon Exact. après. Comme ça doit être dope de voir. Même chose aussi pour les artistes. J'imagine que vous avez eu plusieurs artistes qui sont venus à leur début, puis là, vous les avez vus évoluer. Ben, le meilleur Puis, exemple, ça, on recule en 2012, je pense. C'est Loud et Larry. Il Gollywood. allait lancer Gollywood. Ils Crazy. nous ont demandé de faire le lancement comme à la radio, tu sais, avec nous. On l'a fait, puis regarde aujourd'hui tout le chemin qu'ils ont parcouru. C'est Tu sais, ils n'ont fou. plus besoin de ghetto érudit. C'était aussi ça le mandat, tu sais. C'est une fois que tu as comme un grand rayonnement, tu n'as plus besoin de nous. Nous, on est en train de défricher les prochains, tu sais. Ouais, C'est facts. toujours comme ça qu'on a fonctionné. Puis quand vous voyez des artistes comme, exemple, Loud, Larry, ces gars-là, est-ce que à leur début, tu voyais qu'ils étaient différents des autres? Ben, définitivement. Tu sais, les premières fois qu'ils sont venus à Ghetto Érudit, c'est 2006. Wow. Man, les dudes étaient young, là, tu sais. Fait que si on parle de 2012, puis là, maintenant, on est en 2022, oui, dès le départ, tu sais, c'est comme, man, ces gars-là sont vraiment talentueux. Puis, tu sais, nous, on rootait, là, tu sais, pour eux. Puis, mais tu sais, ils étaient extrêmement underground dans ce temps-là. Là. 100%, man. Non, il came a long way, c'est fou, pareil, man. T'es vrai MC, man. Moi, je me rappelle, je les avais vus back in the days à un show, man. Je savais pas c'était qui, puis ils étaient habillés, genre, dans... Tu sais, c'était comme dans tighter clothes, là. Puis moi, j'étais un peu comme, damn, c'est quoi ces vibes-là? Tu sais, c'est quand ça changeait. Puis eux, ils étaient sur le new wave thing, skater, rockstar vibe, là. Ouais. Mais quand le beat arrivait, ils rappaient, là. Ouais. Tu sais, puis j'étais comme, damn, OK, they could spit, tu sais. Puis ça, c'était la première fois. Puis, man, les voir où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui, c'est fou, man. Non, c'est dope. C'est dope de voir l'évolution de plusieurs artistes. Y a-tu des entrevues favorites que vous avez eues? Ben, Il y en a beaucoup, celle-là, elle est mémorable avec Loud Larry. Tu sais, moi, je pense que tous mes entretiens avec Roy Enoch sont légendaires.
Man, on en Facts. parle tout le temps. Parce que Roy Enoch, ça date même de Broadbeat, right? Ouais, c'est mon gars depuis une vingtaine d'années, tu sais. Crazy. Il a jamais vraiment refusé d'entretien quand je lui ai demandé. Puis il est arrivé, il est venu 2 ou 3 fois à Ghetto Érudit. Tu sais, une fois où il était comme vraiment, c'était à l'époque de vraiment gangster, gentleman et tout. Yes. Puis une deuxième fois qu'il était venu, il était plus en mode donner du love à la communauté. C'était fou, tu sais. cette fois-là. Là. C'était vraiment cool de le voir se mélanger avec notre cypher de fin d'année, tous les artistes de Word Up, tu sais, entre autres. Donc, il était super généreux, ouais. Attends, il y avait un cypher des gars de Word Up, Oui, puis Roy Enoch. Man, Ouais, la quantité de gens dans la place, là, c'était Word Up. C'est encore sur Filigrane. YouTube. Ah, wow. Oui, c'est le freestyle de 2012, fin du monde, fin du monde 2012. Il y a Roy Enoch, il y a Donnie S, il y a les gars de K6C, Goofy Weldon qui sort la boîte à Wackness et c'est le Roy Enoch qui pige. Man, allez voir ça, là, c'est épique. Là. Explique la boîte à Wackness. La boîte à Wackness, c'est un concept de Goofy, en J'ai fait, déjà pigé dans qui la part de boîte à Montréal Wackness. Underground, tu sais, de bien avant Ghetto Érudit. En fait, tu sais, au travers des années, maintenant, c'est moins le cas. là. J'imagine que vous recevez moins de CD, tu sais. Là, c'est des DM. On reçoit aussi- des c'est ça. messages. Hey, check. Moi, je gratte pour des vinyles encore, je Ouais. collectionne. Mais tu sais, j'étais un archiviste, mais on recevait énormément de CD à une époque. Dans ma boîte à mal, tous les jours, j'avais des trucs, tu sais. Puis il y a des affaires qui sont pas bonnes, là, tu sais. Ouais. Mais tu les as, tu sais. Puis Goofy, lui, ce qu'il faisait dans son émission, c'est qu'il mettait plein de trucs que lui, personnellement, trouvait pas très bons, mettait ça dans la boîte, puis il faisait piger l'artiste comme un CD, puis genre, t'écoutais comme une chanson, genre 30 secondes, Ouais. puis si Ça, tu t'aimais disais, ça, ça c'est- retournait ouais. dans le rack Ouais, pour exact. être joué à un moment donné, ou ça retournait dans la boîte pour la prochaine fois. Enoch C'est avait... vrai, c'était On a ça, fait piger Hugo TSR dans la boîte à Wackness, TSR Crew de France. Ben oui, c'est On a gros, fait... ça. Il a pigé quoi? Je me souviens pas. Je sais que Roy Enoch qui avait pigé L'Assemblée, comme ouais. du coin de l'œil de l'Assemblée. Oh, shit. Puis, Mais il l'a sauvé, il a dit qu'il allait le sortir de la boîte à Corbeil. Fait que là, ouais, c'est ça. Il avait c'est sorti, genre, il avait Dixie, sauvé Ironique Coach, et Narquois, tu sais. Mais c'était quand même un classique à l'époque où c'est sorti, là, tu sais. Mais... Wow, that's funny. En plus, ce qui est fou, c'est quand Goofy fait ça, il dit si le CD est sauvé de la boîte à Wackness, peut-être un jour, si on a le temps, Ouais, on va peut-être l'écouter. mettre. Tu sais, c'est comme. Ouais, exact. C'était classique. Ah non, je me rappelle, moi aussi, j'avais pigé dedans, man. C'était des bons petits concepts comme ça. Je trouve Ouais, que c'est ouais, dope, man. C'était à l'époque de Musique Plus. Il y avait Musique Plus dans le temps en même temps. Je pense que c'était la fin, à peu près. C'était c'était pas mal la fin de Musique Plus, ou la dernière génération. Puis moi, j'écoutais moins, je suivais moins, là. Mais tu sais, il y a eu toutes les années comme 2000, 2010 où, mettons, les maisons de disques ont arrêté d'investir, tu sais, dans le game, puis que tout le monde est devenu comme... qui ont parti leur propre label, tu sais, Ouais. les Jay, les Carlos, on les voit depuis cette époque-là, tu sais. Puis fait à un moment donné, les médias se sont créés aussi, parce que la première ligne de la bio de Ghetto Érudit qu'on n'a jamais modifiée, c'est « Trouvant que la scène est mal représentée ». Mais je pense que notre travail est fait. Complètement aujourd'hui, obsolète, là, c'est plus. il y a du c'est rap plus à partout, jour, là, tu sais. Yeah, mais still, c'est ironique, mais même jusqu'à ce jour, ces gens vont dire la même chose. Tu vas avoir des artistes qui vont dire « Ah, je me sens pas représenté. » Tout à fait. Tu sais, on dirait Ça que va c'est... toujours être Ça là. va toujours Ça va être toujours là. être là. Ça va toujours être là. Mais là, il y a tellement de plateformes différentes. Comme tu disais, des pages Instagram, des sites, des ça. Mhm. Et puis même, comme tu as dit, tu es ton propre média avec tes réseaux. Tu sais, fait que tout ce qu'il faut, c'est juste put out your stuff puis être constant. Moi, je pense que c'est juste ça aujourd'hui. Il y a aussi la responsabilité que vous avez en tant que média, puis que nous aussi on avait, c'est de bien choisir ce que tu diffuses. Tu sais, on avait une genre de Gros top, ligne ça. directrice. Là. C'est pas tout ce qu'on recevait qu'on jouait. Tu sais, nous, en fait, on joue ce qu'on aime. Tu sais. Si c'est pas bon, on le joue pas. Si on n'aime pas, on le joue pas. Puis on n'a jamais descendu personne. Il y a eu des critiques d'albums qui ont été faites, mais à part ça, on n'a jamais pris le temps de descendre des gens. Tu sais, je pense que c'est un privilège d'avoir accès à une tribune. Yeah, respect. C'est une Aujourd'hui, il y a responsabilité aussi- sur qu'est-ce que tu diffuses. Aujourd'hui aussi, il y a un truc... Tu sais, by the way, moi, je sors des arguments juste pour sortir. Des fois, j'aime bien... Ce que je dis n'est pas toujours représentatif vraiment ouais, on de ce que je discute. pense, mais On je mets discute. les... Je mets On les... jase. C'est ça qui est On cool. jase, tu sais. On jase. C'est qu'aujourd'hui aussi, il y a l'effet de proximité est beaucoup plus proche. Parce que peut-être dans le temps, vous receviez un CD, mais t'as pas le gars comme... Peut-être tu vas jamais le croiser, tu fais juste recevoir un CD, t'écoutes, puis that's it. Aujourd'hui, quelqu'un va t'écrire en DM, il t'envoyer ça, puis tu vas voir son message, puis peut-être que t'as pas le temps de lui répondre. Ouais.
Puis après ça, il va dire, ouais. Tu sais, on dirait qu'ils sont plus proches. Ouais. Tu sais, on dirait que les gens te comprends. connaissent. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors, c'est pour ça que moi, d'une certaine manière, j'évite de donner mon avis. Vraiment, j'essaie, comme là, le podcast, c'est le fun parce que au moins, c'est une fois par semaine, puis on essaie d'avoir des invités selon la conversation qu'on a envie d'avoir, puis la pertinence. On met la lumière sur ce qu'on apprécie du game. Là, aussi. Exactement. Sauf que, est-ce que vous, dans le temps, il y avait des coups de pression un peu comme ça, comme Ouais, de la quand part on des faisait des- artistes? quand on Yo, faisait t'as des jamais critiques, joué des mon affaires. truc, Mais- yo. On a eu pour un certain moment un site, un blog qui s'appelait ghettoérudit.com où il y avait des entrevues, des critiques d'albums, mais tout ça est bénévole encore. Hein. Ah. Et donc, tu sais, pour nourrir un site, tu dois mettre en ligne des trucs constamment. Et c'est drôle parce que, mettons, une critique d'album, par exemple, Gollywood, j'avais donné 4.7 sur 5. J'avais mis que c'était un classique instantané. J'ai une autre anecdote là-dessus, mais par exemple, mettons un album qui est en bas de 3.5 sur 5 et comme, genre, entre guillemets, c'est pas pire, mais pas plus. J'en ai donné une fois une en bas et tu sais, après, les artistes le share pas. Alors que tu as pris du temps pour écouter et écrire une critique constructive. Mais, tu sais, en tout cas, bref, C'est compliqué. Ben, c'est sûr, si tu dis mon projet, je vais pas partager ton C'est sûr. article. Ben, ils vont pas le share, là. C'est sûr qu'ils vont pas le share. ça, là. mais on n'a jamais non plus été dans des attaques ad hominem non plus, là, comme ça. Là. Ouais. C'est 3.5 sur 5, c'est 70%. Like, tu passes, Correct. c'est deux pas points, ouais, fameux. Moi, je le fais comme les source mics, là. Fait que 3.5, t'étais exact. correct. Ouais. Mais est-ce que tu Trois, penses ça que commence En haut de à être 4, un c'est peu- hot. Là, genre. Ouais, Mais est-ce 4.5, c'était great. nobody does it here? Non. Il n'y a personne qui fait ça en ville. On Non. dirait que les gens, on dirait plus le temps passe, plus les gens ont peur de donner leur Ben, avis. il y en a eu à une époque, tu sais, mais c'est comme, tu sais, les rappers, ils ont un ego démesuré, là. Comme tu dis de quoi qui est mal perçu. Je trouve aujourd'hui, ouais. Tu sais, oui, aujourd'hui, ça doit être, ça l'est encore, tu sais, à une époque aussi. Puis, tu sais, on les croisait, les gens, parce qu'on était dans tous les événements, là, tu sais, C'est plus, on présent, sortait comme ouais. 4 soirs par semaine, on était dans toutes les shows, tu sais, fait qu'on croisait tout le monde. Mais moi, en tout cas, j'ai jamais voulu embarquer dans ça. Tu sais, on m'a proposé d'écrire. Tu sais, j'ai jamais été écrire nulle part. J'ai toujours gardé comme mon opinion pour moi sur plein de sujets. Ouais. Parce que mon but, c'était d'offrir un tremplin à des artistes que je respecte et que j'apprécie. Tu sais, j'ai pas envie de cracher dans la soupe des gens. Tu sais. Je te file. Puis aujourd'hui, tu sais, là, on parle de tous les classiques puis les early days. Aujourd'hui, en 2022, c'est quoi qui est sur votre playlist? Bonne question. D'ici, là, si vous suivez encore ce qui se passe. Ben, tu sais, tu sais, je suis impliqué avec End of the Week aussi. Tu sais, For sure. fait que, tu sais, l'art du MCing, c'est important. Tu sais, moi, des relèves comme Raccoon, par exemple, c'est vraiment des gens que je pense qui. Ouais. Tu sais, je vois ce gars-là, il y a une plume, tu sais. Son album est excellent, man. C'est excellent, tu sais. Saint-Sucré, moi, je trouve que c'est Saint-Sucré très drôle. aussi, ouais. Très, très drôle. It keeps coming up. Mais ça, là, c'est un des noms, je pense, qui a été le mentionné le plus souvent. Parce que, mettons, dans les nouveaux de 3 dernières années, Ouais, genre, je dirais que, ouais, Saint-Sucré, je trouve ça vraiment intéressant ce qu'il fait. j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. Et lui, il fait pas Saint-Sucré. d'interview. Non. C'est ça, ben c'est pour Il ça. refuse tout. hein. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je suis Et il te curieux. répond de la manière la plus respectueuse. Il te show Ouais, tellement de love Ah juste non, pour puis dire. c'est un, tu sais, Puis c'est je ça, le c'est un comprends, fan bro. de la I culture. appreciate. Puis je respecte ça. Moi, s'il me dit, hey, bro, je respecte ce que tu fais, mais moi, je Il y en fais pas avait-tu ça, dans le c'est temps correct. des de même? De? Des Y a-tu artistes qui faisaient y a-tu pas- des artistes dans le temps que vous auriez aimé recevoir, mais ils t'ont juste dit, moi, j'en fais Ben, pas? Ben, tu sais, il y en a un qu'on a essayé comme vraiment souvent, puis ça n'a jamais fonctionné, c'est Ils vont crever. Ouais, Oh. c'est le C'est seul. peut-être un des seul. seuls que nous, on aurait vraiment voulu interviewer dans le format de 2 heures, que ça s'est pas passé, tu sais. Ouais. Mauvais timing tout le temps. C'est jamais du non-vouloir, là, comme on... Mais là, maintenant, tu vois, il y a beaucoup de podcasts, les gens choisissent où ils vont. tu sais. Totalement, man. Puis ça, c'est correct aussi, on respecte ça. Moi, je respecte le fait que Manu est allé vous voir. Il est allé nulle part, hein, il est juste Yeah, venu chez exact. nous. Ouais, ouais. That's it, man. C'est Moi, vrai, j'ai man. vu ça, j'ai Ouais. vu Ghetto T'es Érudit. étonné qu'il fasse aucune autre, That's- il vous connaît très bien. Ouais. Ouais, that's it. Puis c'est une question. Whatever, Manu, c'est un frère. À la fin, Mhm, it is, tu c'est sais, ça. comme. Moi, c'est ça, là. Je respecte la décision. C'est du respect. C'est pas comme, je fais pas d'entrevue. ou Ah, je le prends pas parler. personnel. Moi, Mais non, je il le faut vois, pas, on se parle, je peux lui poser n'importe quelle question. Oh, ouais. C'est ça. C'était comment de parler, de recevoir Manu? Puis lui Ouais. aussi, c'est un artiste que tu as vu à ses Mhm. débuts. Là. Ben ouais, ben c'est ça, tu sais, à une certaine époque, avec encore Broadbeat, on était assez proche de Rime Organisé, tu sais. Je connaissais plus Sharif, Yeah. Stan R.I.P. que Manu, mais Manu, je l'ai interviewé à différentes étapes de sa carrière.
Ça a toujours été quelqu'un que j'ai trouvé qui était extrêmement difficile à interviewer. Tu sais, qu'il m'irait, tu sais, au début de sa carrière, tu sais. Puis là, il a comme... En fait, il a évolué aussi en tant qu'artiste. Ouais, tu sais. ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant. Mais ouais, à une époque, je trouvais que c'était un artiste qui était dur à interviewer. Là, c'était vraiment cool qu'il vienne nous parler. En fait, on s'était rencontrés sur le plateau de La Fin des Faibles. OK. C'est vrai, oui, il est venu en tant Tu qu'invité. viens faire un tour à l'émission. Tu as un projet qui sort, puis il est venu. Dope, Ça s'est fait comme ça. dope. Ah non, c'est cool, man. C'est quoi que t'apprécies le plus d'un artiste comme Manu? Manu, son authenticité, en fait. Tu sais, Manu, je le mets dans la classe des Soulja. Tu peux pas bullshiter un Manu, tu peux pas bullshiter un Soulja. C'est ça. Je pense que c'est l'authenticité de ces gars-là. 100%. Beaucoup de knowledge aussi, tu sais, sérieux, comme les premières fois qu'on a interviewé Manu, au début, c'était difficile, puis ce qui était drôle, c'est que les meilleurs talks, c'était une fois que le micro était fermé. Ouais. Souvent, Puis là, on parlait 2 heures et tout, mais tu sais, comme une fois, c'est oui, non, puis là, comme... Ouais. Ouais. Mais le gars a du full knowledge, beaucoup voyagé dans le monde, fait que tu sais, on avait vraiment des discussions politiques hyper intéressantes, là, fait que, ouais, c'est bon. Et c'est quoi? Excuse, Non, vas-y. tu nous as dit que tu étudies en développement international. Ben, c'est ça, j'ai fait mon doctorat en sciences politiques, Mhm. puis là, je suis professeur à l'université en développement international. Donc, si vous avez reçu des artistes français, Ouais. européens, depuis tout le temps, le game ici veut s'exporter en Europe, en développement international. C'est quoi que toi, que tu vois en tant que professeur et tout, peut-être pour la game, d'ici, since l'époque que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui, qui est bon puis qui devrait être travaillé, c'est quoi notre avantage? Ben, écoute, personnellement, j'ai l'impression que le hip-hop, c'est une culture qui peut... qui passe partout. Et puis qui, quand elle est appropriée par des différents acteurs, différentes populations, différentes cultures, ils peuvent passer des messages. Et puis là-dessus, que ce soit un message de dénoncer des situations politiques et économiques, d'injustice, ça, c'est merveilleux. Puis tu le vois chez les Premières Nations ici au Canada, en Amérique latine, en Afrique, en Europe, en Asie. Puis il y a ça comme d'international, puis de coopérer, de la solidarité, des luttes. Je comprends ce que tu vis. Et ça, c'est comme un autre véhicule de communication puis de coopération qui est très différent de je vais aller construire un puits, je vais aller construire un hôpital, un aéroport. C'est une vision un peu plus matérielle et old school, classique de qu'est-ce que de la coopération internationale nord-sud. Le hip-hop, ça peut être sud-nord, nord-sud, sud-sud. C'est un langage, on pourrait parler en espagnol, mais on blablabla, Big Daddy Kane, puis et ça, c'est quelque chose qui rassemble les peuples. C'est vraiment un élément fascinant de la mondialisation. J'ai pas encore réussi à joindre ma passion de ghetto érudit avec mes travaux de recherche académiques, mais ça, je te dirais que c'est un truc que ça mijote depuis un certain temps. Tantôt, on a mentionné Roy Enoch. Yeah. Ça, c'est souvent un nom que, dans nos conversations ici, quand on parle de la notoriété des artistes d'ici, en France ou en Europe, toujours le nom de Roy Enoch qui sort en premier, t'sais. Puis je pense que c'est vrai, c'est un fact, mais là, avec ce qui se passe, il y a des Roger qui sont en train de build des fanbases, Enima qui vient de signer un deal avec Capitol là-bas. Est-ce que vous pensez qu'on est sur le bord de voir un changement, genre, par rapport à ça? Man, en 2004-2005, je fais un entretien avec IAM. La première fois que je les avais rencontrés, c'était pour CKUT dans ce temps-là. Je suis avec DJ K-Ops. Wow. Puis je lui demande, je dis, est-ce que tu crois que le rap du Québec pourrait percer en France un jour? Il part à rire, puis il me dit, c'est comme si tu me parles du rap en Corse. Genre, en voulant dire comme, oublie ça, là, tu sais, c'est mort. C'est off. Là, on a vu au travers des années, tu sais, je pense que le grand déclencheur, tu sais, oui, il y a Roy Enoch, il y a les Word Up Battles. Parce que moi, j'ai... Très sous-estimé l'impact des Word Up. Ah, Man, c'est vraiment, là, vraiment dans un gros l'histoire. impact. Hein. Puis moi, je me suis retrouvé à aller souvent en France à une certaine époque. Tu sais, je suis allé comme à chaque année. Puis j'ai voyagé aussi dans les autres pays autour avec End of the Week. Puis les gens me parlaient de Freddy Grossum, les gens me parlaient de Casse-Croûte. J'étais allé, puis j'ai poussé plus loin parce que toutes les fois que j'allais là-bas, j'essayais de prendre contact avec quelqu'un. Donc j'avais été rencontrer Fred Musa à Skyrock. Ouais. Je suis allé assister au Planet Rap c'était Ice MC dans le temps. Il est encore actif. Il est encore actif, mais comme c'était la première fois, je pense qu'il y avait un Planet Rap. Okay. Puis j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu as déjà eu les Québécois ici? Ah, Corneille, Camaro,
Roi Enoch, mais dans le Planet Rap de Ali. J'ai dit, OK, fait que t'en avais jamais eu, là, tu sais, il n'y en avait pas. Puis là, après ça, t'en as eu plein, là. Fou qui est allé, Missa. OK, au Planet Rap. OK, ouais, ouais. tu sais, mais il n'y en avait pas, puis tu sais, ils nous voyaient vraiment comme des extraterrestres. Puis ce qui a été le game changer là-bas, je pense, c'est l'invasion du rap belge. Ouais, hein, beaucoup de monde Il y a beaucoup de... Parce qu'en fait, en France, les artistes autour là, de la Suisse ou de la Belgique n'entraient pas plus en France. Ouais. Puis là, il y a eu cette vague-là qui est rentrée en France. Fait que là, à un moment donné, ça s'est un peu démocratisé. Là. C'est possible de faire un succès en France. Les gens, ils visent la France tout le temps, mais c'est peut-être à cause d'End of the Week, mais tu peux passer par Bruxelles, tu peux passer par ça, c'est un fact. la Suisse, le Sénégal pour comme faire ton nom puis créer de l'attention en Europe aussi. Il n'y a pas juste la France. C'est vrai. J'ai souvent eu ce talk-là, par exemple, avec Salimo. Ouais. Par exemple, je dis, comme quand tu rêves de la France ou quoi que ce soit, je dis, regarde, on est Algérien. Donc, il y a une communauté algérienne tellement puissante. Donc, si tu veux percer en France, tu peux très bien percer en Algérie, puis grâce à ça, ça va te faire percer ailleurs. Donc, il y a plein de tremplins pour rebondir. Puis c'est vrai que des scènes comme celle de Bruxelles, des scènes comme celle de la Suisse ont explosé en France. Puis ce qui est spécial, c'est qu'on dirait qu'ils se reprochent beaucoup. Moi, quand j'écoute un Hamza, par exemple, bro, j'entends beaucoup de sauce montréalaise, beaucoup d'implications. Là, on les entend, mais tu sais, c'est les expressions aussi, là, ils commencent à les utiliser. Mais je pense que c'est les beatmakers qui sont rentrés tranquillement aussi. Hein? Ouais. Tu sais, ça a commencé avec des Nasbrock, par exemple, qui a fait des beats pour Booba, etc. Tu sais, puis aujourd'hui, c'est commun. Là, comme il y a plein de gars d'ici qui font des totalement, ben oui. Craven récemment. Bien sûr, Benny Adams, on a les Hypnotiques, on a les Freaky, on peut toutes les nommer, bien sûr. High Classified, tu sais. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est, en parlant de Roi Enoch, c'est que même dans l'entrevue qu'il avait faite avec vous pour Noir et Professionnel, il parlait qu'il se lançait dans l'iTunes. Il a dit, moi, je fais plus de physique. Moi, je suis sur iTunes, j'ai contact avec le... Les gars avant-garde, là. C'était quand même avant-gardiste. Donc, dans ce temps-là, vous, dans ce temps-là, quand un artiste comme ça vous disait ça, est-ce que tu étais comme iTunes, il aurait dû faire son physique, ou vous y croyez Ben, je pense que vous devez y croire, vous étiez déjà en mode streaming. Ouais, tu sais, je pense qu'on l'a vu tranquillement arriver. Mais tu sais, c'est peut-être mon côté collectionneur, mais j'aime ça, moi, les objets physiques. Tu sais, j'aime ça avoir un album dans les mains, checker la pochette. Je trouve ça plate aujourd'hui un peu qu'il n'y a plus d'objets là. Moi, c'est les livres, c'est la même chose. Aujourd'hui, it comes and goes, genre. Ça sort, tu l'écoutes, puis... C'est pour ça que j'ai switché au vinyle, tu sais, dans les dernières années. Nice. Là, j'essaie de trouver des vieilles affaires du local. J'achète les nouveautés que j'aime bien, parce que, tu sais, j'aime bien le genre de protocole de m'asseoir, mettre le vinyle. C'est quoi, dis-moi une couple de tes prized vinyles. Il y en a des pas pires. J'en ai des pas pires. En fait, celui qui a fait jaser le plus, c'est comme le Ninja Turtles avec Casey Element. Oui, tu lui as redonné, right? J'ai fait mon hardware. J'ai redonné une copie de son projet. C'est son premier enregistrement de Casey Element OP. Puis ça, c'était un vinyle comme juste disponible en Europe ou quelque chose? Ou... C'était comme... En fait, c'est très flou. L'histoire de ce projet-là, pour moi, reste floue. Il y a son nom dessus. Parce que ça, c'était quand que Vanilla Ice avait fait la chanson de Ninja Turtles, MC Hammer. Ben ouais, c'est le même... Ouais, ben Ninja Turtle 2, c'est Go Ninja, Go, c'est Vanilla Ice. Ouais, exact. Puis ça, c'était-tu comme ils ont fait une version francophone, genre, kind of thing? Ou... C'était... non, c'est comme... C'est en anglais, c'est... Ah ouais? Ouais, puis c'est... Je sais pas dans quel contexte que ça s'est fait, tu sais, mais quand je lui ai montré, ça doit être fou, le gars a eu une émotion, là. C'est comme, il a fait, man, c'est mon premier enregistrement, j'en parle pas parce que je l'ai pas physiquement, puis tu sais, moi, je l'avais acheté 2. Wow. Parce que il 5 balles sur Discogs. C'est beau, je l'ai commandé 2, je vais y en donner un. C'est quand même légendaire. Je fais sa journée, ouais. Shout out Casey LMNOP. Yes. OK. Un autre? Ouais, donc en fait, le nom m'échappe parce que je ne l'ai pas tant écouté, je l'ai commandé, mais j'ai mis la main sur le premier vinyle de rap québécois répertorié. C'est quelque chose qui date de 1984. Là, le nom m'échappe parce qu'on en parle. Wow. Mais j'ai vu ça dans les archives de Félix Desfossés, dans ses recherches. Shout out. Puis j'ai réussi à mettre la main CD dessus. 84. C'est possiblement ça. Je l'ai vu, c'est toi qui l'as acheté. Ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est ce qui supposément le premier enregistrement. Ça, c'était en anglais, right? Ouais. Wow.
Puis, est-ce que vous avez reçu des artistes anglophones d'ici? Ouais. Oui, l'émission? beaucoup. Ben, Ça c'était important pour nous parce que justement, il y avait toujours le clash entre les deux scènes. Ouais. Puis on s'est vraiment. C'était dans notre mandat de le faire. Là. ben, moi, je me rappelle quand la première fois que Narcissist est venu à Ghetto Érudit, Big shout out Narcy. il avait drop un freestyle sur une chanson, un beat de The Roots, Ok, Tipping ouais. Point, là, intro, Oui. Point Star. Oui. Puis comme everybody, man, il y a murder shit. Là, c'était vraiment. Puis il disait que c'était la première fois qu'il venait à CISM. Tu sais. C'est Les deux solitudes là, entre le français et l'anglais. là, Ouais. Lui, c'est un qui me vient straight up. Puis on a eu pendant longtemps Olivier Bro, Oui, qui shout était out à nommé lui. un de nos chroniqueurs. Lui, le sujet de sa chronique, c'était le rap anglophone d'ici. OK, nice. Fait qu'il nous a nice. fait découvrir plein d'artistes. Il en a fait jouer, il en a invité. Fait qu'on en a reçu. C'est dope que tu as mentionné Narcy parce que je l'ai interviewé il n'y a pas trop longtemps. Checké l'entrevue sur 11MTL. Puis justement, il a drop un gros freestyle aussi, man. So, some things never change. Puis lui aussi, il fait le hip-hop à l'université. Big time. Shout out, Ouais, ouais. lui, c'est très nice ce qu'il fait, man. Puis juste, c'est un peu fou qu'il y a une coïncidence intéressante que quand il a lancé son cours sur Kanye West, puis là, tout ce qui est arrivé Oui, après. La dérape. C'est ce que je veux dire, là, que c'est quand même intéressant, mais on va sûrement pouvoir y en parler un moment donné. Mais ouais, qu'est-ce qu'il est en train de faire aussi à Concordia avec qu'est-ce qu'il fait, c'est dope. Comme moi, j'ai random, il y a une fille qui travaillait dans un club que je travaillais, qui était une de ses étudiantes. Puis elle a fait son final project, puis elle m'a entrevu. En tout cas, une affaire vraiment. Puis j'étais comme, damn, Narcy, il est vraiment en train de faire ça à Concordia. Tu sais, Très nice. Puis il y a de plus en plus de gens qui font des études sur le hip-hop dans le Ah cadre oui. de leur parcours universitaire. Ça, On a c'est- été interviewés souvent pour des projets, puis il y en a plusieurs. Ben oui, ben, tu sais, déjà dans le temps, shout out à Laurent Coblet, journaliste hip-hop à l'époque, qui avait fait un mémoire. Sam Rick, il me semble, a fait un mémoire Oui, c'est aussi ça, c'est le nom que sur j'ai- le hip-hop. Ouais. Egypto Elmé. aussi, Marc. Il y a plein de. Désuet plein gré, notre boy Elmé a fait un mémoire sur le hip-hop. Tu sais, il y a quand même de la création de savoir sur le hip-hop. Ouais. Dans Il faudrait tout mettre ça à une place. Yeah. Ouais, Façon de dire, il faudrait qu'on ait un musée du hip-hop québécois. Mais il y a une exposition là, qui se travaille avec le Musée des Beaux-Arts de Québec, Civilisation à Québec. Ah ouais, hein? Ouais. Ils ont fait un appel à tous pour avoir des archives. Moi, je suis arrivé en retard. Mais fait qu'il n'y a rien de ma collection qui va être là. Comment? Ben, ça Tu viens de devrait dire, être- t'as le premier vinyle, bro. Ben, ils doivent l'avoir. Il y a d'autres gens qui l'ont. tu sais. J'espère qu'ils l'ont, man. Comment tu mets une date limite là-dessus? Non, c'est ça, il devrait. Bon, j'ai pas. Ouais, mais shout out le musée des Beaux-Arts. Attends, le musée des Beaux-Arts. La civilisation à Québec. Ah, c'est Webster qui est derrière. Ah, ok. Wow. Wow. Vous l'avez reçu, lui aussi, Webster. Ouais, Oui, plusieurs fois. ouais. Plusieurs fois. hein. Webster. Puis je suis content aussi, tu sais, comme à l'époque, tu sais, j'aimais bien tu sais, Limoilou Stars, lui-même, solo. Mais tu sais, maintenant, tu sais, qu'il passe à la télé, puis tu sais, qu'il écrit des livres, puis tu sais, comme il met tu sais, les érudits du ghetto. Là, Il va donner des conférences dans les universités américaines. Oui, tu sais, c'est- c'est comme... Wow. Shout out. Là. Il a fait la préface du livre de Jeremy McCowan sur la philosophie Ouais. du hip-hop. C'est vraiment nice ce qu'il a écrit aussi. Non, c'est dope de voir l'évolution de tout le monde comme qui reste dans le milieu, tu sais, parce que comme vous avez dit, life catches up des fois, là, puis c'est Ouais. difficile de suivre, puis tu sais, c'est une passion, puis juste le fait que vous avez fait l'émission pendant si longtemps, comme tu as dit, c'est bénévole, tu sais, comme le monde ne réalise pas. Tu te déplaces, tu vas là, il y a une tempête de neige, whatever qui se passe, Ouais, ouais. vous êtes là. Fait que tu sais, c'est cool de voir que ça devient des carrières pour chacun dans leur façon, tu sais. I think it's pretty dope, man. C'est quoi la facette, comment dire, la capacité que ça vous a plus développé? C'est quoi que vous avez plus appris en faisant ça? C'est quoi que vous avez le plus aimé? C'est le côté aimé? Je sais pas, tu sais, c'est comme, tu sais, moi, dans ma vie de tous les jours, je suis intervenant psychosocial, en fait. Je coordonne un programme en intervention, en réinsertion sociale. Je me vois maintenant un peu comme un intervenant dans le monde de la musique, tu sais. Le monde, il appelle pour des conseils, ils veulent avoir un point de vue, une opinion. Ouais. On est là pour dénicher des nouveaux talents, leur donner des trucs pour, comme... Tu sais, je pense que c'est ce côté-là que j'ai vraiment développé avec les années. 100%. Puis est-ce qu'avec maintenant la fin des faibles, End Ouais. of the Week, est-ce que c'est ça aussi qui devient quelque chose qui est tellement prend plus de temps pour toi Ouais. que peut-être que tu te dis ben, c'est peut-être le temps que je mette un peu moins de temps sur les ghettos érudits parce que still c'était quand même impliqué dans la scène d'une autre manière là.
Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que le côté médiatique m'intéresse, va toujours m'intéresser, puis je vais trouver une manière de m'impliquer d'une manière ou d'une autre. End of the Week, évidemment, c'est l'autre projet, c'est l'autre famille dans laquelle je suis impliqué. Ça me prend énormément de temps, puis là, c'est comme ça devient concret aussi, là, c'est pas on est plus dans le bénévolat. On est en train de développer des projets avec les jeunes, on fait le tour des écoles, on a la Ville de Montréal avec. Mais même avec la fin des fêtes, vous avez gagné la disque, ouais, avec la fin des fêtes. Félicitations pour ça. C'est quand même dope de voir. Comme moi, quand je te vois là avec la disque, je trouve ça tellement dope parce que je connais le chemin, puis on en parle depuis tantôt. Ça a dû être spécial quand même. Ben, on s'y attendait juste pas, là, déjà. Parce qu'au départ, c'est Urbania qui a remporté le prix, en tant que producteur. Mais nous, on est arrivé là-bas avec l'équipe en se disant... c'est en direct de l'univers qui va gagner, l'émission de Radio-Canada qui gagne à chaque année. Puis, en fait, on n'était pas vraiment prêt à un speech ou quoi que ce soit. Ça a juste fait comme « Oh shit, c'est nous autres qui gagnent ». Fait que, ouais, belle soirée, bel accomplissement. Ça vient clore un peu ce projet-là aussi. Pourquoi? Ben... Tu sais, pour nous, la fin, la fin des thèmes... Vous avez gagné la 10, il y a un hype. Mais c'était déjà décidé avant que ça ne revenait pas. Okay. Je te dirais, les 2 saisons qu'on a fait de la fin des films ont été financées avec des enveloppes spéciales. C'est-à-dire que c'était pas nécessairement avec le budget de programmation de Télé-Québec de base. On aime les enveloppes spéciales. Ouais, c'est ça. Les enveloppes spéciales. En fait, la première saison, c'était dans le cadre du mois de la francophonie. C'est un projet spécial. C'est revenu avec un fonds similaire pour la promotion du français, de la langue française. Et ils n'ont pas ces fonds-là cette année, tout simplement. Donc, ils n'ont pas le budget dans leur programmation régulière parce que c'est un projet quand même qui est assez gros. Donc, ils n'ont juste pas le budget là. C'était pas un des projets qui était le plus... il y avait le plus d'auditeurs et tout. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Quand tu dépends d'une enveloppe, puis tu récupères pas. C'est une année électorale aussi. Ils ont arrêté d'annoncer des subventions à un certain moment dans l'année. Donc, non, ça ne revient pas. Peut-être que ça pourrait revenir dans le futur, mais ce qui est sûr et certain, c'est que la fin des faibles, c'est End of the Week. Puis nous, on est là, puis on continue les ça, projets, c'est sûr, ça reste. Mais je trouve que c'était cool de voir une facette de la game sur la télévision pour monsieur, madame, tout le monde. Tout le monde avait leur mot à dire, mais à la fin, il y avait des rappers qui freestylaient puis qui sortaient des affaires d'une boîte. Tu comprends ce que je veux dire? Des classiques rap exercises là, sur la télévision. Fait que je trouvais ça dope de voir. C'était vraiment cool aussi que, mettons, des jeunes vétérans, dans le sens qu'on connaissait depuis la scène, que monsieur et madame tout le monde, OK, c'est lui Monkey, c'est lui Elmé, puis ça devient comme des fan favorites. Puis ils ont un exposure qu'ils n'avaient pas avant. Là. 100%. Je pense qu'on a juste comme pété un plafond de verre aussi, dans le sens que quand on a eu l'opportunité de faire ce projet-là, on s'est dit que ça ne durera pas indéfiniment. Déjà, deux saisons de télé, c'est déjà un exploit en soi. Là. Il y a plein d'émissions qui ne reviennent pas 2 ans de suite. Nous, tout ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va briser quelque chose, un genre de tabou qui fait que les autres producteurs dans le milieu vont avoir peut-être plus de facilité à communiquer avec des organisations, des diffuseurs. Moi, ça me donne des idées. Là. Quand je me dis, yo, B-Brain, tu ouvres des portes. Ça a été là. C'est nice, tu peux contacter un producteur, un diffuseur, faire un pitch. Comme je me dis, je me suis jamais... OK, Télé-Québec, Urbania. Attends, c'est possible. C'est possible. Là, c'est comme... Puis, t'es la meilleure personne, à mes yeux, man, qui peut amener ces projets-là, amener la scène de l'avant, bro. Regarde, nous, on est là, on fait des podcasts, on est en train de parler des médias. Vous me dites, là, vous faisiez des trucs en 2003 sur MIRC. MIRC. Yo, juste big up à vous, les gars. Là, comme... Tu peux mettre un hook-up avec Guilla Lepage. Explique. OK, moi, là, c'est quand que le monde il me demande, Jay, qui t'aimerais entrevuer dehors du rap? Je dis tout le temps un gars comme Guilla Lepage, you know? Pas parce que je suis comme son plus grand fan ou whatever, mais juste, c'est quelqu'un qu'on a vu toute notre vie, right? Je l'ai fait. Je l'ai eu, Guilla Lepage, dans un entretien. Ça remonte justement à ton checklist, il est sérieux, B-Brain. Ton checklist est quand même deep. Le checklist est deep. C'était quoi? C'était genre dévoilement des nominations de la disque, quelque chose comme ça. On était avec Da Vinci. HLM à l'époque. Shout out. Et on se déplace là-bas. Lui nous amène pour qu'on fasse un reportage sur la soirée. C'était des reportages vidéo, hein? C'était Web TV.
Nice. à l'époque. Puis on s'en va là-bas. Puis je croise Guy Lepage, qui était l'animateur du gala de la disque. Puis je lui propose un entretien. Puis il me dit oui, tout de suite. Fait qu'on va dans un coin, on fait l'entrevue qui avait été coupée par Sir Pathétique, qui était venu dire comme 2-3 niaiseries. Non! Guy Lepage l'avait comme un peu remis à sa place. C'était comme tout friendly, là, mais c'était comme un genre de concept que ça aurait pu déraper rapidement. Puis à la fin... puis à La cour du Sir buzz. Pat qui voit ça, qui rentre dans la conversation. l'affaire qui était folle aussi, c'est que c'était comme une semaine ou deux après la première diffusion de Tout le monde en parle. Ça venait de commencer, puis nous, on connaissait la version française avec Thierry Ardisson. Fait que là, je faisais des blagues. Bon, tu penses quoi des Français qui disent qu'on a un accent, nanana. Puis c'est là que Sir Pathétique s'est mis à parler d'accent et tout. Puis à la fin, il y a une madame qui est arrivée à Guy Lepage, puis elle a tapé sur l'épaule, puis je l'ai entendu, puis elle a dit « Une radio communautaire, un auditeur. » Comme Vietnam. Ah. Puis lui, il a arrêté, puis il a dit à la madame, tu sais, il dit « Moi, j'ai commencé à CIBL. So, RBO. il s'est tourné vers moi, puis il dit « ouais, On continue l'entrevue. » tu sais. Elle a dit ça, ouais. elle était Ouais, comme ouais. un auditeur. Ben, la personne est venue, c'est comme Web TV, un podcast et un auditeur. Ça sert- Internet, Oh, ça un sert à auditeur, il n'y rien, a tu fais pas personne. de- Tu perds ton temps. ouais. Je voulais être sûr d'avoir bien compris. Puis lui, il m'a ouais. dit, tu sais, il a dit, hey, moi j'ai commencé à CBL, je comprends exactement ce que vous faites, tu sais. Puis Yo, on gros continue respect, l'entrevue, man. tu sais. Ouais, fait que j'ai vraiment trouvé ça cool. Wow, that's dope. OK, ouais, t'as vu? man? Shout out Guy, hein? Il Ok. shout out il Guy, connaissait Musion. Ben ouais, je connais ça, Musion. That's it, man. 8-3, ils viennent d'un bum rush sur le stage. Genre, C'était à peu près dans le Je même pense que c'était temps, après, right? ouais. C'était quelques années après. Ben, Mosaïen, c'était parmi les premiers sur votre channel, là, déjà. Ben, que j'ai vu, là, je veux dire du rap que je connais, vite Yo, fait. comme le premier artiste important qui est venu à G, c'est Impost. That's it. Impost, c'est lui qui a validé G. Il a fait un freestyle en 2006. Puis à l'époque, sur Hip Hop Franco, c'est dans le temps de la mixtape Moi et Moi avec Ouais, Nara, qui, à mon classique. humble avis, est probablement un des meilleurs albums. Gros 2006, mixtape. pour moi, c'est ça je l'ai écouté tout à l'heure, je l'ai rip de YouTube. Parce que il est difficile à trouver, là, mais. Ouais, je pense que Fat, il l'a posté. Oui, right? oui, c'est ça. C'est Yeah. là je l'ai rip, puis que des bangers. Fait que lui, c'est ça. La connexion s'est faite avec lui. Par la suite, avec Drama et J. Kill. Puis, un moment donné, ils sont venus les trois à l'émission. Ça, c'était mythique. Ben, il y a eu, tu sais, tu parlais tantôt, c'est quoi les meilleures entrevues et tout, tu sais, Drama. Ah Pour moi, c'est important dans le parcours de Ghetto Des Érudit. freestyles. Il était venu pour la boîte noire, je pense. Ouais. Puis c'était le jour où on a appris le décès de Bad News Brown. Ouais. Oh, damn. Puis Ouais. il était comme en état de choc, tu sais, puis il avait fait un freestyle où il parlait de ça le jour même. Tu sais, on avait fermé les lumières dans le studio. C'était quand même nice. Puis la fois où on a eu le trio complet Mosaïen, c'était au décès de Le Voyou. Ouais. Quand il avait fait un show hommage au Club Soda, ben là, ils étaient venus les trois en studio faire un genre de prestation, puis comme rendre hommage à Voyou. Tu sais. Ouais. Ah, ça, c'est des entrevues légendaires. Ouais. Ils ont fait comme des verses de Rien à perdre sur un autre beat, puis ça, tu sais, ça fitait parfaitement. Là. Même- Comment... ouais, Non, mais juste, tu me dis Impost 2006, puis ça, c'était même pas à son début. Ouais. Puis de voir qu'il est encore là aujourd'hui, man, C'est vrai. c'est next level. vous parlez de Ghetto Érudit au début, tu sais, c'est l'aspect universitaire. Là, vous... tu sais, un peu comme le côté érudit de la chose. Là, vous parlez comme Roy Enoch, DJ Premier, tous des gros gars de la rue qui ont cru. Puis quand ils arrivaient, quand vous leur parliez, c'est quoi le regard, c'est quoi le sentiment que vous aviez, que vous pensez qu'ils avaient? Parce que je vois qu'il y a déjà du respect, mais c'est comme, c'était quoi le feeling que vous aviez face à eux? Mais je pense qu'ils savaient qu'ils arrivaient dans un contexte professionnel où c'était sérieux aussi. Genre, il n'y a jamais personne qui est ressorti d'un entretien fâché, je pense. Les gens qui nous ont dit, c'est les gens qui n'ont pas été invités à Ghetto Érudit au travers des années. Tu sais. Mais non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est le respect de base. Mais tu sais, on allait accorder du temps, tu sais, dans le sens qu'on allait. Tu sais, on avait écouté le projet, on a fait nos recherches. Il était surpris par les questions, tu sais, sans non plus être niveau Nardwar, là, mais tu sais, on pouvait arriver préparé. Puis aussi, tu sais, le fait qu'il y avait un côté festif aussi. Tu sais, il y avait dans un studio, on chillait avant ou après. Tu sais, fait que c'était comme ils se sentaient, tu sais, à l'aise. Et donc, je pense, tu sais, après de bouche en oreille,
tu sais, comme venir à G, tu sais, ça allait être le fun. Puis il y avait un saut de qualité, là, comme je l'expliquais tantôt, c'était un package deal. Les gens savaient, tu venais à Gatoridi, tu avais une prestation, tu pouvais casser un single, tu pouvais faire un freestyle, tu allais avoir un vidéo, tu allais avoir des photos sur les Twitter, Instagram, de tout ça. Puis fait que, les gens savaient qu'il y avait ce package-là, puis il n'y avait pas beaucoup d'émissions qui offraient ça gratuitement. Nous, on n'a jamais demandé un sou. Là. De temps en temps, un artiste il amenait une bouteille de mousseux, mais on n'a jamais chargé rien à personne. Crazy. Big up, les gars, man. Non, Ça, sérieux, ça va, man. ça. Ça, c'est des années de travail, puis c'est du gros grind. Puis ça me fait penser aussi à des gars comme Dice B, Ouais. des gars du côté Masters at Work à sur fait. CKUT qui sont là, man. Je pense qu'eux, ils étaient Ils en sont même encore temps là. que Dice B. Ils sont encore là, bro. C'est Il y a fou, des gars le dedication. à Québec aussi, j'oublie. Les leur nom. architectes? Les architectes. Ouais. La différence avec les architectes, c'est que l'équipe, elle a changé. Il n'y a plus vraiment des gens qui étaient là à l'époque. Tu sais. Mhm. Comme moi, j'ai eu l'émission des architectes comme une fois par semaine pendant 2-3 mois. Tu sais. On a fait un projet, mais c'est plus la même équipe. Oui, Non, l'émission, elle est longue dans le temps. Dice, tu sais, c'est comme Dice, il est là depuis 91. Tu sais. Mhm. Il y a eu une équipe avant, là, tu sais, mais il est quand même là depuis toutes ces années-là. Non, monument dans la game. Puis, tu sais, on parle, tantôt, vous parliez de le grind pour arriver au FM. Puis, tu sais, souvent, on parle que Montréal, il n'y a pas de radio commerciale, si ça. Est-ce que, tu sais, même aussi, on voit le fight, puis shout-out Natif TV qui sont en train d'essayer de rentrer à travers le CRTC et tout ça. Est-ce que vous pensez que ce genre de, tu sais, exemple, la radio, tout ça, c'est-tu quelque chose qui est encore important en 2022? Parce qu'aujourd'hui, tout est rendu sur le web aussi, right? So, est-ce que ça a la même importance que dans le temps? Les stats sont là encore hein, pour les radios et tout, parce que tu sais, je veux pas, l'émission de radio est déjà elle est diffusée sur toutes les plateformes, les Spotify et tout, Ouais. tu peux la downloader comme n'importe où. Il y a encore les gens écoutent encore la radio dans leur voiture. La radio commerciale, c'est encore un revenu très intéressant pour les artistes quand ils sont diffusés là. Fait qu'il y a encore une partie de travail à faire au niveau des radios. Pendant longtemps, nous, on se voyait rentrer à Radio-Canada, là, tu sais. Ouais. Puis en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est rendu cool là, d'être ami avec un rappeur. Tu sais, c'est comme à l'époque où tu sais, nous, on aspirait à aller là, c'était barré de partout. Maintenant, Ouais. c'est rendu cool là, de jouer du rap. Puis de... Bref, c'est mon Non, opinion mais là-dessus. Mais il non, reste les mais radios je suis commerciales totalement à d'accord faire. avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Même c'était ma question un peu que je voulais savoir. C'est pourquoi c'est pas vous qui sont. Il y a eu des occasions, mais après, c'est des choix aussi. Ben, Où est-ce qu'on était dans nos vies? Tu sais, on a des carrières tu sais, déjà, tu sais, c'est comme on le fait, tu sais, si ça rentre dans le temps qu'on a, tu sais, on le fait. Là, aujourd'hui, tu sais, c'est sûr que c'est plus vraiment un objectif, là, mais on a chacun nos carrières respectives. Après, j'en ai fait des collaborations, tu sais, j'ai fait des collaborations avec Radio-Canada, avec Move. En France, on a eu quelques collabos. J'ai fait récemment des petits contrats de recherche sur une série des deux Olivier là, comme qui font sur D'où je viens? ouais, d'où je viens, sur l'histoire du rap. Là, il y en a un qui s'en vient sur la rive sud là, dans les prochains mois. Tu sais. Fait que quand on me contacte, je suis disponible, mais on vise plus. Mais je pense qu'il y a un travail à faire encore au niveau des radios commerciales. J'ai une idée là, de Qu'est-ce que tu veux documentaire dire? que j'aimerais faire éventuellement. Qu'est-ce que tu veux dire, il y a un travail à faire? Ben, c'est comme le changement de garde, en fait, doit se faire. C'est-à-dire que les gens qui gèrent ça doivent ouvrir un peu plus Encore. leur truc, aller chercher des conseillers. Tu sais, comme là, tranquillement, il y a des trucs de battle, là, c'est quoi, là? Ouais, j'ai vu Genre, ça. on joue telle chanson contre J'ai telle vu chanson, ça respecte Mais moi, j'ai trouvé pas les codes. tu sais, je Tellement, ils te mettent un petit homme face à Raccoon, battle rap. C'est quoi la joke, là? Ouais. Non, mais tout respect à petit homme, cool, mais battle. C'est qu'il y a des revenus intéressants qui sont là pour les artistes. Ça, c'est cool. Mais la présentation, puis C'est moi, ça. le fait qu'ils mettent comme le battle, puis comme. Mais c'est pas un battle. Comme. Ouais. Il y a des vrais battles. Comme, je sais pas, juste présenter-le différemment. Quand on a fait l'émission pour C'est quoi urbain, là, parce qu'il y avait comme C'est quoi top 50, C'est quoi urbain qui avait lancé des web radios tu sais, à l'époque. Ouais. Moi et mon ami Sydney, pour la blague, on avait appelé l'émission C'est quoi le hip-hop? Ouais. En voulant dire comme ça, on va les teach. school. Tu sais. ça a duré comme 2 émissions, là, mais c'était ça le clin d'œil. Tu sais. Ben, ça change, mais je trouve. Tu sais, on dit souvent qu'on est dans le meilleur temps un peu du rap d'ici, tu sais, comme par rapport au succès des artistes, aux médias, toutes ces affaires-là. Mais est-ce que vous trouvez que ça l'a bougé comme à la vitesse que ce qu'il fallait? Parce que moi, je trouve qu'on est encore late to the party, là.
Mais C'est ce que je veux dire, comme c'est cool de voir qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment le fun. À quel niveau? Ouais. Ben, tout, tu sais, comme même, on parle des radios commerciales. Bro, je pense qu'il y a une radio hip-hop commerciale dans toutes les grandes villes canadiennes, sauf Montréal. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Ça, j'avoue que j'ai jamais eu d'explication claire là-dessus. C'est Ottawa, Calgary, whatever, ils ont toute une radio hip-hop commerciale. Comme, ouais, c'est pas normal, man. Je sais pas. On a toujours dit qu'on était comme en retard de genre 10 ans, 15 ans sur la France, sur les États-Unis, puis c'est vrai. Mais aujourd'hui, avec le web, tout ça, je trouve, tu sais, comme on devrait tout depuis. Mais on voit que ça change un peu dans les grands médias, mais je sais pas. I feel like it's still kind of slow. C'est long. Mais je trouve que l'écosystème hip-hop médiatique québécois, toute langue confondue, est vraiment mieux maintenant 100%. qu'il était il y a genre 5 ans, 10 ans. 100%. Et tu sais, vous, entre autres, props, tu sais, ce que vous faites, c'est vraiment important pour la culture. Puis je trouve que, comme un peu plus tôt, il était question de Radio-Canada ou des médias de masse. Ouais. Il y a comme un changement générationnel aussi au niveau des recherchistes de ces émissions-là qui fait en sorte que, OK, ils sont un peu plus comme connectés, ils ont un peu plus. Déjà, juste avec tout le monde en parle, ça paraissait que les recherchistes écoutaient peut-être CISM pour mettre une toune où tout le monde applaudit. Mais on voit ça aussi dans d'autres émissions et médias. Fait que, je pense que c'est juste une question de temps. Il y a un changement générationnel qu'on a assisté dans les 5 dernières années puis qui commence à ouvrir des portes, je pense. On nous l'a dit là, à plusieurs reprises, là, les gens de festivals, par exemple, ou les recherchistes de télé, ils nous écoutaient là, comme pour savoir c'est quoi qui sortait dans ces semaines-là. Fait que l'erreur, je pense que là où ça nous a peut-être ralenti, là je parle de tous les médias, c'est de créer une bulle à côté de la machine. Puis pas de rentrer. Moi, ma philosophie, ça a toujours été de rentrer à l'intérieur puis de manger de l'intérieur. Ouais. Puis c'est ce qu'on a un peu fait avec la fin des femmes, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Je pense que de se mettre à côté de la patente puis de dire on va créer notre système, c'est bien à un certain point, mais la machine, elle fonctionne d'une telle manière, tu sais. Il faut que tu rentres dans l'engrenage aussi puis que tu ailles mettre tes pions, là. L'important, c'est qu'on le fait tout pour la même raison. On le fait pour la culture, on le fait pour le mouvement. Ensuite, tu sais, il y a des gens qui sont à Radio-Canada, il y en a qui sont dans les podcasts sur YouTube, il y en a qui vont être dans les journaux comme Le Devoir, disons, peu importe, la presse, tu sais. Mais au final, on se rejoint tous. Mais, tu sais, je sais pas si l'occasion se présente d'aller travailler à Radio-Canada, why not? Tu sais, je prends whatever. Mais j'aime bien le fait d'être indépendant, j'aime bien le fait de faire ce que je veux quand je veux. J'aime bien le fait de pouvoir, tu sais, d'avoir mes propres chiffres. Tu sais, il y a des trucs qui sont vraiment priceless. C'est clair que il y en a qui mènent leur combat. Ce que je veux dire, c'est que même les gens chez Radio-Canada, j'en vois dans mes stories, j'en vois qui regardent ce qu'on fait, tu sais, autant que nous, on regarde ce qu'eux, ils font. So, je pense que c'est un travail d'équipe d'une certaine manière. Mais tu as vu tantôt, tu as mentionné Steve Jolin, puis tu sais, Carlos, puis ces gars-là, puis je trouve que ces gars-là, ils ont fait un peu ça. Ils sont rentrés dans la game, ils ont figure out le système. Maire de Laval, tu sais, je donne un exemple. Ben oui. Tu sais, Maire de Laval, c'est un gars qui fait des Twitch, qui fait des YouTube. Ouais. À force de parler, à force d'avoir une opinion, ben, il se retrouve de plus en plus. Je le vois à Radio-Canada. Avec Marie-Louise Arsenault, il y a sa chronique. Exactement, il y a sa chronique maintenant. C'est dope. Non, 100%. Mais ça leur a pris du temps, là, des Carlos puis les Jay. On les a vus, là, tu sais. Ça a pris du temps, mais tu sais, où est-ce qu'ils sont rendus maintenant? Où est-ce qu'ils sont, là, tu sais, comme... Quand on parle d'un gars comme Steve, c'est un des top guys dans l'industrie. De façon générale. Oui, de façon générale. C'est comme quand t'es rendu là, ben c'est ça. C'est ça. T'es rendu dans l'engrenage. En fait, t'as un pouvoir décisionnel. 100%. 100%. T'influences, en fait, beaucoup. T'sais, on parle de votre historique, puis toutes les shows. Tu disais, on était out 4 soirs semaine, si ça. Si je vous demande chacun, c'est quoi un des shows les plus mémorables que vous avez vus à travers les années dans les artistes d'ici? Artiste d'ici. J'allais dire Nas. Tu peux me dire aussi international. Actually, non, mais Nas à Montréal? C'était un show de Nas, comme je pense que c'était au Dôme. C'est au Dôme. La fois que tu as connu Da, puis que tu étais à côté. Oui. Burger King, oui, j'étais là. Puis là, tu sais, en fait... Je pense que c'est longtemps le Street Disciple, l'album. Yeah, exact. À un moment donné, il s'était retourné, puis il avait comme son tracksuit Adidas. C'était écrit Montréal 1976. C'est comme il y avait comme le swag montréalais le plus dope de la place. Ouais. Non, ça c'était bon. Après, dans les shows, il y en a tellement.
Oh, man. Hey, il y avait un run au Dôme à un moment donné. Hein. Il y a eu Young Buck, Game, Ouais, Fat ouais, ouais. Joe, Ah, ouais. Mobb Deep. Ouais. Rhodes Burger King, classique. Ouais, là. exact. Classic spot. Ben, tu sais, mettons, dans les artistes keb, je peux pas passer sous silence. À la claire ensemble, là, quand j'ai. Tu sais, entre, mettons, le phénomène, tu sais, ils sortent 4,99, puis entre ça, puis 2000, ça, c'est en 2010. En 2016, à un moment donné, je pense que c'est au Club Soda ou au Metropolis, des shows complètement débiles où tout le monde danse, tout le monde. C'était. Et après, est-ce qu'ils peuvent top ça? À chaque fois, tu sais, c'est comme une performance. Ça, j'avais vraiment. Tu sais, d'un point de vue rap keb, là, comme dans ces années-là, ça m'avait quand même impressionné. Vous avez vu aussi le Dead Obies aussi, hein, Oui. depuis les débuts. J'ai vu une couple de prestations d'eux chez Ghetto. Ça a été aussi un déclencheur de l'attention médiatique envers les rappeurs. Quand Laurent Saunier, des Francopholies, a décidé d'ouvrir les Franco avec du rap local. 2016, il y avait Dead ouais. Obies, À la Claire, je pense. LLA, je pense. LLA. Ça a été comme... Au niveau business, là, ça a été un move. Là, Je pense que les Franco méritent important, là. beaucoup plus. Ben, on leur donne tous leurs props, mais tu sais, comme c'est pas assez mentionné parce que, man, moi, depuis des années que j'ai vu toutes sortes d'artistes faire des grosses performances au Franco. Là, Yo, Laurent Sonic, j'aimerais bien l'avoir à cette séance. Ben, man, il est super cool en entrevue. Ah ouais, hein? Puis c'est comme Benoît l'avait comme croisé dans le street, puis il veut-tu venir à G? Hey, on Let's throw t'envoie it in tout the ça dans atmosphere. Monsieur On lance ça dans Sonic, vous êtes la l'atmosphère. bienvenue. Ça serait C'est vraiment eux. dope d'avoir une conversation Ben oui. avec lui, man, C'est parce ça, que on je va pense que parler, c'est une grosse partie de la game que des fois on oublie, même, bro. À chaque été, pendant combien de temps, Ouais, on a vu des shows de toutes sortes de légendes d'ici, là, tu sais. Cet été, c'était Soulja, je me rappelle, j'ai vu C'était un Soulja. nice show, ça. C'était fou. Je me rappelle SP avant Sans Pression, les deux, actually, avant la pandémie. Wow. Puis après ça, ça peut aller, man, 10-15 ans en arrière. Man, Mais c'est ils ont fou. été super importants dans le développement mettons, de 2012 à aujourd'hui. Là. Ça a été un des moments importants, je pense, l'ouverture des Franco puis l'attention médiatique. Son équipe croyait qu'il était fou quand il est arrivé avec ça. Là. Ah ouais, Comme, hein? t'es débile, on va pas faire ça. C'est comme, ouais, on le fait là, cette année. Puis à partir de là, ben, le stage hip-hop est devenu beaucoup plus gros que ce qui était avant. Puis Crazy. Facts. Yeah, Ah, man. c'est fou, man. L'évolution est dope, man. Puis sérieux, entendre ces histoires-là, puis tout ils disent en anglais sweat equity. Tu sais, comme c'est tout le travail que vous avez mis dans la game. Puis tu sais, moi, je pense aussi que le travail des médias a aussi un gros impact sur le développement de la game puis des artistes qu'on voit. Tu sais, fait que tout le temps que vous avez mis, c'est pas pour rien. Puis c'est dope de voir. Tu sais, j'imagine quand vous voyez un Loud faire le Centre Bell ou vendre tous les albums qu'il a fait. Puis tout ça, c'est quand même un as des gars qui sont passionnés. Ça doit être quand même des fiertés pour vous, right? ouais, ben tu sais, il y en a beaucoup on interviewé, on était les premiers à les interviewer souvent. Souvent, ils nous disent hey, c'est la première fois que je fais une entrevue. Des choses comme ça, tu sais. Puis là, tu les vois comme 5-10 ans plus tard. Comme... C'est malade. Ouais. Non, c'est malade, man. Le parcours, il est légendaire. J'ai hâte de continuer à supporter la suite des choses avec Asma puis vos interventions here and there. Yeah, man. Yo, je pense qu'on va aller au Patreon, man. Yes, Est-ce sir. que vous avez quelques mots avant qu'on bouge pour ceux qui regardent, des shout-outs, les collaborateurs, tous ceux qui ont écouté, non? Shout-out à tous les anciens, les anciennes de Ghetto Érudit. Yes. Et vous savez qui vous êtes. Shout-out à Dak qui n'était pas avec nous, mais qui est Asma. partie intégrante. Asma, Yes. toute la famille. Big G. shout-out à tout le monde, man. You already know how we doing it, Yes, man. Vous sir. savez, on est où, man? On est au Hidden Showroom. Si vous savez pas, everything you see is It's for for sale, sale, man. except us. Yeah, except us, you know what I'm saying? Non, man. Crazy outro. Mais vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. C'est votre boy J7 avec les gars de Ghetto Érudit. C'est votre boy le On 11. s'en va au Patreon.